Donc, nous sommes réunis ce soir, chers camarades, pour découvrir ensemble un peu plus de la vie politique islandaise à travers ce cycle autour des articles de Lionel Cordier. Lionel Cordier qui est docteur en sciences politiques, si je ne m'abuse, et qui a notamment beaucoup travaillé il y a quelques années sur la politique islandaise. On avait fait un comment dire, une première session de lecture autour du concept de boréalisme et de comment il existe un orientalisme nordique. Une deuxième session sur la question du tirage au sort et de la défiance en politique après la crise de 2008 en Islande. Et aujourd'hui, on va parler du Parti Pirate, parti qui a émergé justement suite à toute cette défiance et remise en cause de la classe politique islandaise. Donc on va se lire deux articles et c'est parti, hein, on va lire ça. Ah ouais, j'ai une transition sur l'Islande et donc c'est ça que je vais utiliser et je ne l'ai pas sur mon Stream Deck. Donc let's go. Y aura des blondes, y aura des bitches dans le 16. On les attire avec des gris-gris islandais. Ok, si je me mets comme ça, ouais, on va dire que vous arrivez à lire sur cette scène. Donc voilà, le drapeau du parti pirate. Donc, les pirates en politique, l'ascension d'un parti islandais. Voilà, ça date d'octobre 2016. C'est avant ou après celui-là? C'est avant celui-là, je crois. Celui-là, je crois que c'est novembre. Bref. Peu importe. Issu de la révolution des casseroles islandaises, le parti pirate est aujourd'hui bien implanté dans la vie politique locale de l'île. Les pirates sont-ils une exception ou leur succès témoigne-t-il d'une mutation plus générale des partis et de l'engagement politique? Donc là, on est en 2016 et du coup, c'est intéressant de regarder ça pour nous parce qu'on a eu ici une mutation de notre classe politique vers plutôt 2017, mais justement dans ces années-là, avec la montée de la République en marche qui a après, via Macron, pris le pouvoir, la montée aussi en fait la chute, plutôt la chute libre des partis historiques, qui sont le PS et aujourd'hui les Républicains. Et donc la montée de la France Insoumise, du Rassemblement National, etc. Donc, dans sa dernière enquête d'opinion du 29 août 2016, l'Institut Gallup place les pirates à 22% des intentions de vote. À 2 points du parti de l'indépendance, principal parti de droite, d'ordinaire en tête des sondages. Le fait n'a rien d'anecdotique puisque le parti pirate conserve cette place en tête de peloton depuis plus d'1 an, tandis que tous les autres partis de l'échiquier politique islandais connaissent une forte baisse d'opinion favorable, y compris le Parti du Progrès qui dirige actuellement la coalition de droite au pouvoir. Pardon. Après le scandale des Panama Papers, qui a largement profité aux pirates, la prochaine des élections parlementaires a été avancée à octobre 2016. On va regarder ensuite les résultats législatifs de 2016. Voilà. On va regarder un peu ce qu'il en est. Ça, c'était ce qui était. Voilà. Peut-être que l'article d'après en parle. Bon. Donc la date des prochaines élections parlementaires a été avancée à octobre 2016, alors qu'en parallèle, le nombre d'adhésions au parti a explosé et qu'il jouit désormais d'une visibilité médiatique et d'une audience inégalée. Alors que les partis pirates suédois et allemands semblent avoir connu un certain reflux depuis 2013, les pirates islandais ont donc le vent en poupe et peuvent compter également sur la présence de 3 députés à l'Helsinki, le Parlement national, et d'un conseiller municipal à Reykjavik. Après la crise économique et la démission du gouvernement de Gerhard en 2009, donc on parlait de ça la fois dernière, l'Islande avait été le terrain de germination de nombreux groupes et mouvements politiques, de cercles de discussion et d'incessantes manifestations devant l'Alþingi.
Le retour de la droite au pouvoir en 2013, cette fois mené par Sigmundur. C'est Sigmundur? Ouais, je pense que c'est ça, Sigmundur David, et le Parti du Progrès, et la reprise de la croissance économique grâce en partie à l'action hétérodoxe du gouvernement social-démocrate de Johanna Sigurdardóttir, euh, avait pu faire croire à un retour à la normale. Donc voilà, il y a eu une petite parenthèse social-démocrate, puis la droite revient au pouvoir, etc. Donc on se dit, bon, voilà, c'est un peu comme en France, c'est souvent la droite qui gouverne et tout. Pourtant, les manifestations de mécontentement ne se sont pas arrêtées. Les scandales politiques se sont enchaînés. La confiance dans le Parlement continue d'atteindre des niveaux extrêmement bas et l'échiquier partisan islandais connaît de nouvelles mutations. Donc là, on a un graphique de l'évolution des intentions de vote depuis 2009, donc jusqu'à 2016. On voit l'explosion ici du Parti Pirate. Euh, Là en rouge, vous avez l'équivalent du PS. Ouais, on voit que c'est en baisse. Là, je pense que c'est les. Non, c'est pas les verts. Soknarflokurin, je sais plus qui c'est. Ici, c'est les verts de gauche qui s'appellent. Mais voilà, bref, on voit que ça. On dirait que c'est en nette baisse. En bleu, évidemment, vous avez le Parti de l'Indépendance, l'équivalent des LR. Ici, il y en a un qui a explosé autour de 2013 pour repartir. Mais bref, on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et là, je crois que c'est un parti d'extrême droite. Mais bref. Non, ou c'est peut-être le reste. Bref. Ah, c'est expliqué, pardon. Les deux principaux partis de droite sont. Ok, c'est un parti de droite, d'autre qui a explosé en 2013. Framsóknarflokkurin et Stasis Flokurin, donc le Parti du Progrès, donc c'était le Parti du Progrès, et le Parti de l'Indépendance. Les deux principaux partis de gauche sont Selfin-Kingin et Vinstri Grænir, c'est-à-dire les sociodémocrates et les écologistes, et l'on compte également Piratar pour les pirates, et Björt Framtíð, Avenir Radieux, a également apparu après la crise économique. Avenir Radieux, il me semble que c'est plutôt l'extrême droite, mais peut-être la droite extrême. Ne s'agit-il que d'un état passager, d'un nouveau soubresaut de la crise qui avait touché le pays? Peut-on tirer des enseignements plus profonds sur l'existence du parti pirate islandais? L'Islande est souvent présentée comme un laboratoire économique d'une économie geysir, enfin geyser, je vais le dire en français, qui avait montré les limites de la libéralisation financière, laboratoire politique où l'on s'est intéressé aux tentatives de réécriture de la Constitution, à son usage atypique de nouvelles formes de démocratie directe et participative. On compare parfois l'Islande à une petite frégate au mouvement rapide à laquelle il serait plus facile de changer de direction qu'à de grands paquebots de plusieurs millions d'habitants comme la France ou l'Allemagne. Il semble que l'Islande peut être un indicateur précieux de motifs et de transformations plus difficiles à percevoir, plus longues à repérer dans d'autres pays. Pour comprendre ce que les pirates islandais pourraient nous apprendre sur les mutations de nos façons de faire de la politique, il sera nécessaire d'abord d'expliciter le contexte de leur apparition, puis d'esquisser les spécificités de ce parti, notamment vis-à-vis de son usage des nouvelles technologies. C'est un peu ça le truc des pirates, c'est vraiment la question informatique, quoi. Puis nous nous intéresserons davantage au profil de ces élus et de ces électeurs pour ensuite observer quelles déductions et quelles comparaisons peuvent être pertinentes à l'échelle européenne et internationale. Une naissance singulière. Contrairement à ses frères allemands ou français fondés en 2006, directement dans la lignée suédoise, le parti pirate islandais met un certain temps avant d'apparaître sur la scène politique nationale. Tout comme Avenir Radieux, donc Björt Framtíð, parti ironique issu du meilleur parti. Björt Framtíð, c'est issu du meilleur parti, le Besiflokurin, fondé par Jon Gnarr, qui deviendra maire de la capitale. Donc c'est pour ça qu'en 2013, ça... Non, c'est pas eux qui pètent en 2013. Donc Jon Gnarr, c'est un parti ironique. En gros, Jon Gnarr, c'est l'équivalent de Coluche. Et Coluche, quand il se présente au présidentiel, c'est pareil, c'est un comique qui est devenu vraiment maire de Reykjavik et tout. Voilà, et qui d'ailleurs, aux dernières présidentielles, s'est présenté. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient qu'il se présente, etc. Il a complètement foiré. Mais, enfin, foiré, il a largement perdu, quoi. Il était largement minoritaire. Mais bref, effectivement, il avait fondé le meilleur parti. Et donc, Avenir Radieux, c'est fondé de ça. Et
une structure qui est, enfin une orientation politique qui est uniquement voilà, voilà, basée sur l'humanisme, et voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Quoi. Donc on peut présenter le Parti Pirate comme l'un des enfants de la révolution des casseroles islandaise de fin 2008. Le parti issu directement des manifestations de 2008 est le mouvement des citoyens, le Borgarahreyfingin, qui réussit à gagner 4 sièges à l'Helsinki lors des élections anticipées d'avril 2009. Donc l'Helsinki, le parlement, c'est-à-dire le parlement islandais, pour y entrer, il faut passer les 5% voilà, il faut passer le seuil de 5% de vote, quoi. Mais le Borgarahreyfingin, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, ils n'étaient pas présents sur les dernières élections là, présidentielles et législatives. Le mouvement connaît toutefois rapidement des défections, des dissensions internes sur son organisation et des conflits de personnes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'existe plus. Il se divise à plusieurs reprises et Birgitta Jonsdottir, ancienne élue du mouvement, fonde alors de son côté le Parti Pirate. Donc, ok, c'est comme ça que c'est fondé. C'est pas une partie de... avec l'aide entre autres de Smári McCarthy, activiste et entrepreneur informatique. Ces deux personnalités connues en Islande s'investissent également dans les activités de Wikileaks. Birgitta Jonsdottir en est l'une des porte-paroles, d'accord, ils sont branchés Wikileaks et tout. Avec d'autres membres de son parti, elle militera en vain pour que soit accordé l'asile et la citoyenneté islandaise à Edward Snowden suite à ces révélations. Le parti obtiendra 3 députés au Parlement national lors des élections de 2013. Okay. Donc en 2013, ils ont eu 3 députés. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il en était en 2016 et qu'est-ce qu'il en est maintenant. Ouais, je n'ai même pas besoin de regarder, je sais ce qu'il en est. Si on va quand même regarder législative islandaise 2024. Voilà, on regardera ça. Ce que nous souhaitons souligner ici, c'est que la fondation du Parti Pirate en Islande ne se perd pas seulement en réponse à des débats propres aux nouvelles technologies, à la transparence et à la neutralité du web. Celle-ci pèse assurément, notamment parce que le Parti Pirate apparaît après les révélations de Wikileaks et qu'il a toujours fortement soutenu Julian Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden. Mais ces revendications se mêlent à un contexte local très particulier où l'on assiste à une effervescence de débats locaux et de critiques très sévères du système bancaire, de la classe politique islandaise et des 4 principaux partis qui monopolisent le pouvoir. De façon péjorative, ces derniers sont surnommés Fjórflokkarkerfis. Donc les 4 partis, le système des 4 partis. Ok. Kerfis, je ne savais pas ce que ça veut dire, c'est système. Ce qui définit littéralement le système des 4 partis et qui suggère que même si l'un d'entre eux disparaissait, il serait rapidement remplacé en vertu de l'entente tacite de tous les politiques islandais, quelle que soit leur orientation partisane. Autrement dit, dès le départ, le Parti Pirate islandais ne prétend pas seulement répondre à des problématiques spécifiques au web ou aux droits d'auteur, comme cela avait été le cas pour le Parti Pirate français, fondé durant les débats sur la loi Hadopi. Les enjeux liés à la pauvreté et à la protection sociale sont fréquemment évoqués au Parlement par les élus pirates, et la rénovation de la constitution islandaise, qui connaît une pause depuis 2013, reste l'un des principaux points programmatiques du parti. Les structures partisanes islandaises restent historiquement moins structurées et closes que dans les pays européens. La participation aux primaires peut compter jusqu'à 1/3 des électeurs qui ne voteront pas par la suite pour le même parti. Et la multiplication des petits partis est un fait notable depuis une trentaine d'années. Les élections parlementaires de 2013 comptaient ainsi un record de 15 partis se présentant au suffrage, dont 9 sont nés entre 2009 et 2013. Ah ouais, c'est ouf. La présentation de listes est chose particulièrement aisée dans le pays puisqu'elle ne nécessite que la recommandation officielle d'une centaine d'électeurs inscrits. Leur maintien sur une longue durée reste par contre une exception. Jusque-là, la seule liste ayant perduré pendant au moins 2 législatures à l'échelle nationale restait la Kvennalisting, la liste des femmes, oui c'est ça, la liste des femmes, apparue dans les années 80 qui avait charrié avec elle tout un ensemble de revendications féministes avant de fusionner avec l'Alliance social-démocrate.
Il est intéressant de voir que la liste des femmes et son maintien correspond à l'émergence d'idées qui ont durablement touché la société islandaise, fréquemment citées en exemple pour ses politiques d'égalité hommes-femmes, et qui font désormais autorité. Donc là, on a Birgitta Jonsdottir, députée pirate. Je ne sais pas si elle a... Bref, je vais dire, je ne sais pas si elle est encore députée. Un parti Facebook. L'expression de parti Facebook est employée pour la première fois par un responsable de Björn Framtiz à Avenir Radieux, Gudmundur Steingrímsson, qui cherchait à expliciter les modalités de fonctionnement de son parti. Il nous semble que cette qualification sied également très bien pour décrire le rôle du média social dans le fonctionnement du parti pirate. Il est à noter que l'Islande fait partie de ces pays où l'accès à Internet est l'un des plus développés. Cela s'observe notamment non seulement en termes de couverture de réseau, de connexion, mais également dans l'usage des réseaux sociaux. Ainsi, l'Islande connaît la plus forte proportion d'utilisateurs d'Internet par rapport à sa population dans le monde et plus de 70% de ses habitants avaient un compte Facebook en 2015 quand ce pourcentage se situe autour de 50% pour des pays comme la France ou le Royaume-Uni. C'est quand même énorme. À vrai dire, il n'est pas difficile, y compris pour des travaux d'enquête, de pouvoir, par exemple, contacter directement n'importe quelle personnalité politique islandaise par Facebook. Nous n'avons toutefois pas relevé d'usage particulièrement démocratique ou novateur au sein du Parti pirate, même si l'on y entend par exemple de nombreux discours promouvant la démocratie liquide ou le proxy voting, notamment par Smári McCarthy, décrite notamment par Smári McCarthy, la démocratie liquide constitue une sorte de forme élaborée de démocratie délégative et du mandat impératif conjugué à l'usage des nouvelles technologies. Elle consiste principalement en la possibilité de déléguer son vote, de façon permanente ou non, à des personnes que l'on estime plus compétentes et en fonction d'enjeux délimités. Par exemple, si je juge qu'un collègue est plus compétent pour prendre des décisions sur les questions environnementales et que j'estime ne pas avoir suffisamment de temps pour m'y intéresser, je peux lui déléguer mon vote pour toutes les questions qui porteront sur ce thème au sein de la collectivité. Si le parti pirate allemand revendique un fonctionnement par démocratie liquide et met en ligne des logiciels en open source de vote délégatif, le parti pirate islandais a pour l'instant renoncé à son usage, estimant que cela nuisait à sa volonté d'horizontalisation des prises de décision. En général, il semble que ce soit davantage l'outil Internet dans son ensemble qui ait permis l'émergence de cette même horizontalité. Les pages de discussion sur Facebook sont nombreuses, particulièrement actives, et même si la page contenant le plus de likes concerne toujours le Parti de l'Indépendance, avec plus de 10 000 likes au mois d'août 2016, c'est le Parti Pirate qui se positionne en deuxième. Je suis curieux de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, donc on va faire un tour sur Facebook. Donc, tiens, je vais chercher là le nom du parti, voilà, du parti de l'indépendance. Voilà, ils en sont aujourd'hui à 16 000 followers et je n'en suis pas, évidemment. On ne follow pas la droite ici. Mais Piratar, je sais pas si je vais trouver. Si je mets Piratar XP. Piratar, on trouve Piratar. Qui sont à 11 000. Quand même, quand même, ça joue, il y a quelque chose, bon. Donc, ils étaient à 10 000 le parti de l'indépendance, et voilà. Donc, ils sont toujours deuxième, je pense. Je regarde Vinstri Grain. Si je mets ça. Il n'y a que des trucs. Il n'y a pas de page officielle. Parce qu'il n'y a que des trucs par région. Il n'y a que des trucs par région. Et si je cherche. Donc, Vinstregain, c'est les verts de gauche. Donc, c'est-à-dire les écolos, quoi. C'est l'équivalent de ELV. Et l'Alliance social-démocrate, Samfilgin. Que je cherche, Samfilkingin. Pour voir si c'est toujours le deuxième parti. Bon, je suis aussi curieux
Ah oui, ils sont devant Sam Fekigin, qui est pas très loin, hein, qui a 9,7K. Mais quand même, les pirates, ils sont là. Alors que les socialistes, ils sont à 5000 quand même, hein. C'est pas. Alors, c'est pas les 10 000 des autres, mais c'est pas si dégueu. Mine de rien, bref. Qui est le parti d'extrême gauche islandais. Bref. Euh, donc partie Facebook, voilà, et eux, voilà, ils sont deuxième en termes de likes sur Facebook. Autre découverte intéressante faite par l'un de nos enquêtés, la page du Parti Pirate connaît le taux de croissance le plus élevé sur l'année passée. Surtout comparé à celui des autres partis islandais, anciens ou nouveaux, ce taux de croissance est très réactif et semble particulièrement élevé lorsque le parti connaît une forte couverture médiatique, soit par l'apparition régulière de sondages très favorables, soit par l'action de ses députés. Par exemple, en juin 2015, le Parti pirate fait voter à la quasi-unanimité par le Parlement la suppression du délit de blasphème. Disposition vieille de 75 ans et qui n'avait même plus le soutien de l'Église nationale islandaise. La page connaît alors un pic d'adhésion, ce qui est finalement peu surprenant pour une mesure qui correspond tout à fait au discours pirate. Suppression d'une disposition obsolète, extension de la liberté d'expression et vote qui dépasse les clivages partisans. Elle s'inscrit également dans une dimension internationale. Les députés pirates vont à la tribune de l'Helsinki déclarer qu'ils sont Charlie. La loi a été pensée après les attentats de janvier 2015 en France. Bon, ok, le parti pirate est Charlie. Bref. Il s'agissait donc d'une mesure populaire et facile à adopter qui a contribué à augmenter la visibilité du parti, ce qui s'observe directement sur les réseaux sociaux et la page Facebook du Parti pirate. Il faudra bien sûr prendre garde à ne pas confondre visibilité et popularité. Un like apposé à sur la page d'un parti ne témoigne pas forcément d'une adhésion aux valeurs de celui-ci, mais permet avant tout aux utilisateurs du média social de se tenir au courant de l'actualité du parti. Donc ici on voit voilà, un graphique avec les likes et on voit qu'ils ont une croissance qui met une vitesse à tout le monde. Nombre de nouveaux likes par semaine pour la page Facebook des partis politiques islandais depuis le 23 mars 2015. Donc je rappelle qu'on est en octobre 2016. Données gracieusement transmises par Þorgnir Thorsen, membre pirate du conseil municipal de Reykjavik. De nombreuses pages de discussion annexes sont également présentes sur le réseau social. À côté des pages de discussion des sections locales, on trouve également la page Facebook Pirata Spjallís. Ah oui, donc le chat quoi, discussion des pirates. Bon. Particulièrement intéressante. Celle-ci rassemble le plus grand nombre d'adhérents avec plus de 5600 membres qui sont à la fois des détracteurs, des membres et des sympathisants au parti. Bon. On va regarder 5600 à l'époque. On retourne sur Facebook. Donc, je vais regarder quand même le truc des socialistes là, des socialistes là. Ouais, mais c'est pas ça que je cherche. Putain, il y avait un autre truc. Il y avait un groupe sur lequel je suis. Alors ça c'est les jeunes socialistes en plus. Voilà, c'est ça, Thrazurin. Oh, il y a 13 000 membres. Ah ouais. Ah ouais, quand même, c'est énorme. Ok, 13 000 membres sur la ligne rouge. C'est en fait, ça s'appelle. Et donc, Pirata Spjallís, ça veut dire que ça doit être beaucoup. Pirata Spjallís. Ah, ça n'existe plus. Alors, attendez, j'ai une discussion de privée en même temps. Eh oui, ça n'existe plus en fait. On va aller sur l'article, voir s'ils envoient. Ah, même l'article, il n'existe plus. Ok, bref. Donc on sait pas, ça n'existe plus. Bah, ils sont plus tellement là. Hein. Bon.
Son rythme de publication et d'échange est très soutenu avec plusieurs débats lancés par jour, du plus sérieux sur la question de la séparation de l'Église et de l'État ou sur les questions féministes, au plus nerd avec des vidéos de chatons ou des conférences sur la nature de l'univers. N'importe quel usager de Facebook peut venir y poser ces questions qui commencent souvent par Farfins Pirotun, que pensent les pirates de... Ouais, c'est ça, que pensent les pirates de... Donc de la télévision, de la dernière intervention du Premier ministre, des extraterrestres, etc. Il est courant de voir des membres pirates y répondre, y compris des députés ou des responsables du parti. En fait, tout ça, c'est pas si étonnant que ça, parce que, un, c'est un petit parti, et deux, l'Islande, c'est un pays, donc c'est un petit pays, il y a moins de 400 000 habitants, et il y a pas le il y a moins le côté... je me prends pas pour de la merde des députés ou d'autres gens. Enfin, t'appelles tout le monde par son prénom. Il n'y a pas de. Tu dis pas monsieur un tel, madame un tel. Il y a pas cette déférence qu'on a par exemple en France. Et donc ça rend les gens un peu plus accessibles, je pense. Euh, voilà. Ce qui semble ainsi faire la force des usages du web par les pirates, c'est cette sorte d'ordre dans le désordre. L'usage de l'humour, de l'ironie, de références geeks décalées, qui permettent d'alléger et de désacraliser la pesanteur du politique. Elle montre finalement que toutes les paroles sont politiques. Si une intervention suscite davantage de réactions ou de likes, ce sera par le plaisir ou l'intérêt qu'elle suscite, pas pour sa prétention à correspondre au thème dont on habille traditionnellement la discussion politique. Les réseaux sociaux semblent donc être un canal privilégié de communication pour le parti pirate, mais ils ne sont pas l'unique outil du web qu'il mobilise. On compte également de nombreux forums de discussion très actifs, ainsi qu'un site de prise de décision en ligne où les principaux éléments programmatiques du parti sont désormais discutés et votés. Petit coup d'eau. Cet usage très prolixe du net est a priori tout à fait cohérent avec l'image que le parti prétend se donner. Comment fonctionnent ces plateformes en ligne? Prenons l'exemple du site xpiratar.is. Alors souvent, alors le parti pirate, il est nommé XGXP. XP, ça va être. Alors, je sais pas si c'est. Je crois que c'est pas. Je crois que ce site n'est pas à jour. Je crois que c'est autre chose maintenant, le site. Voilà, c'est piratar.is maintenant. Ouais, c'est un peu plus esthétique quand même. Voilà. Bon, il n'y a rien de prévu, hein. Il y a rien de prévu chez les pirates. Ouais, toujours des chiens. Ah, mais c'est Brigitte. Elle est toujours Hal. Donc, ça, c'était les débats, il me semble, pour les législatives. Ouais, c'est ça. Élection 2024. Ou présidentielle. Mais je crois que c'est législative. Il y a eu les deux en 2024. C'est bizarre ce site. Bref. Prenons l'exemple du site donc, qui sert à l'adoption des éléments programmatiques du parti depuis environ 2 ans. Ah ouais. Organisé en fonction des sections locales et nationales, il comprend des propositions en discussion. Maula Flocar. Est-ce qu'il y a toujours? Ah oui, Maula Flocar. Et on peut regarder, nous. Ah, locas, ça veut dire verrouillé. C'est-à-dire que c'est verrouillé, tout ça. Tout ça, c'est verrouillé. C'est une espèce de forum, c'est bizarre. Et des propositions adoptées, Sam Sektir, donc c'est toujours là, effectivement. Les premières étant discutées aussi longtemps qu'il le faut jusqu'à obtenir la majorité des votes et modifiées si nécessaire sur le modèle du wiki. Il est intéressant de noter que le processus s'opère en continu et qu'il reste un fonctionnement extrêmement simple et permet à tout un chacun de participer. Les décisions prises sont très diverses concernant autant de positions prises pour des rassemblements pirates internationaux que l'éducation à la participation démocratique dans les écoles ou des demandes pour la transparence des politiques gouvernementales. L'esthétique du hacking.
Nous l'avons dit, dès sa fondation, le parti pirate prétend répondre à des attentes qui ne se cantonnent pas à la sphère Internet. Pourtant, l'ambivalence demeure, notamment dans la communication du parti et ses représentations médiatiques. La une du journal Gravepine, donc c'est Reykjavik Gravepine, euh, non, c'est ça, Reykjavik Gravepine, enfin, The Reykjavik Gravepine. À l'époque, ça devait peut-être s'appeler juste Gravepine. Donc la une du journal pour le mois de novembre est assez éloquente et très bien, à notre sens, et résume très bien à notre sens l'usage qu'il est fait de l'image du pirate. Euh, c'est quoi? Ah oui, on est vraiment sur des... C'est des hackers. Ok. Gravepine fait partie des principaux titres anglophones de l'île et joue souvent sur une image progressiste et impertinente critique du gouvernement. Alors qu'il est principalement financé par la publicité, Gravepine reste beaucoup moins accusé de partialité par l'opposition que de grands quotidiens comme Morgan Blathis, dont le rédacteur en chef est un ancien Premier ministre. La une qu'utilise Gravepine pour parler du parti pirate et de sa popularité témoigne de la sympathie du journal pour ses députés. L'esthétique est très dark web, les écritures sont renversées et nous retrouvons de l'autre côté de l'écran tandis que les suggestions de la barre Google prêtent davantage à sourire et dédramatisent l'attitude grave des trois députés pirates. C'est quoi? How to run a country. Ah d'accord, oui, ils cherchent sur Google comment diriger un pays. Les pirates ne font pas mystère de leur méconnaissance du monde politique et l'utilisent au contraire pour signaler qu'ils ne sont pas liés au cénacle politique traditionnel. La mise en valeur d'Asta Helgarsdottir, la jeune femme au centre, joue également en ce sens. Âgée de 25 ans, sans expérience politique, elle vient tout juste d'accéder au siège de député 2 mois avant, après la démission prévue de son prédécesseur Jon Thor Olafsson. Intéressant parce que donc c'est elle. Et maintenant, ils ont aussi la plus jeune députée. Donc je me demande ce qu'elle est devenue. Austa. Austa, est-ce qu'elle est toujours active? Est-ce qu'elle est toujours chez les pirates? Ok, elle est dans 90. Et ouais. Voyons voir son Insta vite fait. Voir ce qu'elle devient. C'est pas elle, c'est pas Austa. C'est pas la Austa que je cherche. Bon, tant pis. Mais il y en a une autre qui s'appelle Lenia Harun, Lenia Harun Tahar, je sais plus. Qui a été la plus jeune. Bonjour à toi, Playful Puck. Qui a été la plus jeune députée du Parlement islandais. Donc c'est intéressant qu'ils aient déjà ce truc-là, un peu comme s'ils ils allaient le chercher, quoi, ils le mettaient en scène. Bref. Si ces membres répéteront à l'envi lors de leur réunion publique qu'il n'y a pas besoin d'une connaissance fine des nouveaux médias pour rejoindre les pirates, les liens avec l'outil informatique, la programmation et les nouvelles technologies de l'information restent importants. Un des trois députés, donc Helgi Hrafn Gunnarsson, est un programmeur comme Smári McCarthy, un des fondateurs du parti. Mais l'apprentissage et la maîtrise de l'outil informatique viennent aussi accompagner l'entrée de nouveaux pirates. Lorsqu'Arnaldur Sigurðarson, membre des Jeunes Pirates d'Europe pour l'Islande, évoque son arrivée dans le parti, c'est également l'occasion pour lui d'assister à des cours d'informatique auxquels il est convié, puisque le Parti Pirate organise des ateliers publics pour apprendre à maîtriser ses propres traces laissées sur le web et sensibiliser aux questions de l'open data. S'il n'est pas familier avec les codes du hacking, pardon, je vais essayer, je sais pas pourquoi j'essaie de... Si, c'est parce qu'il y a de l'islandais partout, donc je suis un peu alerte sur le fait de bien prononcer les mots. Donc les codes du hacking, le nouvel entrant y sera donc rapidement initié. Il nous semble que ce point est important car il contribue à former une culture commune, une proximité et une sensibilité partagée entre ses membres. Non seulement par l'usage de références à ce qui est couramment désigné comme la culture geek, mais aussi parce que la question de la transparence, de l'information, apparaissent comme des enjeux politiques clés. Des éléments à partir desquels on vont se penser toutes les autres questions politiques.
L'usage d'Internet et des nouvelles technologies doit ainsi permettre de contourner des systèmes politiques complexes, obsolètes et corrompus. Les politiques environnementales peuvent être améliorées par la mise en commun et la multiplication des données collectées sur l'énergie et les pollutions, etc. A contrario, au cours de nos entretiens, l'autre partie issue de la révolution des casseroles, donc Björn Framtiz, Avenir radieux, sera souvent dépeint par des pirates comme manquant d'une colonne vertébrale et trop opportuniste. Comme le parti pirate, Björn Framtiz a été marqué par des figures charismatiques telles que Jon Gnarr, humoriste punk devenu maire de Reykjavik, mais l'identité du parti semble reposer davantage sur l'usage de l'ironie et la critique des jeux politiciens. Si les deux partis refusent de se positionner sur l'intervalle gauche-droite, la différence se constate par exemple à l'échelle européenne ou internationale. Alors que les pirates islandais nourrissent des contacts et une culture commune avec des partis frères, de tels équivalents n'existent pas pour Björn Framtiz, qui a rejoint l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. Si le parti islandais peut prétendre se rattacher en plus à une certaine culture libertaire et geek largement tournée sur l'international, le discours de Björn Framtiz repose principalement sur l'idée qu'il existe des solutions simples et rationnelles qu'il appartiendrait à tout groupe de trouver, si seulement les ambitions personnelles étaient mises de côté. Même si ce discours sur la vertu est aussi audible chez les pirates. Des électeurs et des élus jeunes, mais encore. On s'en doutait, les membres et les électeurs du Parti pirate sont des personnes jeunes. Pour les années 2013 et 2014, selon les chiffres transmis par le parti, les nouvelles adhésions concernent pour un tiers des personnes de moins de 30 ans. Un autre tiers se concentre sur la tranche des 30-40 ans. Ces chiffres se retrouvent également chez ses électeurs et ses sympathisants. Alors que le Parti pirate était déjà à plus de 32% d'opinion favorable, l'Institut MMR a réalisé en mai une typologie plus précise de ses sympathisants. Si la grande majorité des sympathisants pirates avaient déjà voté pour ce parti aux précédentes élections parlementaires, le parti attire également près de la moitié des anciens électeurs de Björn Framtiz. Effet plus intéressant, il a aussi la sympathie d'un tiers des électeurs du Parti du Progrès, donc quand même un parti de droite, en 2013, autrement dit des déçus du gouvernement actuel. Intéressant. Le Parti du Progrès s'était fait élire en 2013, notamment sur des promesses de remboursement des dettes pour les ménages endettés par la crise. Il s'agit d'un des deux principaux partis de droite, de tendance plus libérale que le Parti de l'Indépendance, mais dont plusieurs membres ont tenté à diverses reprises de jouer sur la peur des réfugiés et des musulmans. Toutefois, c'est là un fait, et c'est là un fait particulièrement notable, l'Islande ne connaît pas de grands partis d'extrême droite, contrairement à ses voisins norvégiens ou suédois. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Des partis apparus ces dernières années tels que Íhaldsflokkurinn, parti conservateur, ou Iceland First, c'est à peu près clair, d'inspiration clairement xénophobe et anti-islam, n'ont jamais réussi à se maintenir sur l'île et ont disparu très rapidement. On peut faire l'hypothèse qu'en l'absence d'un parti d'extrême droite important qui prétendrait critiquer le système des quatre partis, c'est le parti pirate qui vient capter l'intérêt d'une partie des électeurs qui, en France, pourrait être qualifié d'anti-système. Ceci est notamment confirmé par le fait que les nouveaux adhérents du Parti pirate, en très forte augmentation depuis 2015, sont décrits par les responsables du parti comme plus âgés et moins au fait des enjeux politiques du web. Les pirates sont-ils de gauche ? Le refus de se positionner sur des échelons politiques classiques semble caractériser les partis issus des mobilisations provoquées par la crise globale de 2008. Björn Framtiz et les Pirates pour l'Islande font ainsi penser au mouvement espagnol Podemos, qui entend substituer une rhétorique du bas contre le haut à celle de la gauche contre la droite. Cette critique de l'élite, donc tout discours populiste, cette critique de l'élite et des professionnels de la politique est également présente dans le parti pirate, qui met en valeur son statut de novice de la politique. Il semble que ce refus de se positionner, de se situer politiquement, indique avant tout une absence de position sur le rôle de l'État dans la sphère économique.
Autrement dit, il n'existe pas de critique radicale de l'économie de marché. Voilà. Moi, ma réponse, c'est non, qui ne sont pas de gauche en soi. Il peut y avoir des éléments de gauche, il peut y avoir des accents de gauche, mais ce n'est pas un parti de gauche. Quoi. Bon. Il n'existe pas de critique radicale de l'économie de marché, comme cela peut se constater dans la core policy, le noyau idéologique du parti, ensemble de 6 points principaux fondant son programme politique. Ceux-ci concernent davantage les questions de l'information, la transparence, la vie privée, la promotion de la démocratie directe et de la décentralisation. Nombre des idées défendues par les partis pirates promeuvent la protection de la vie privée et la liberté d'expression, et il faut citer à ce titre notamment l'IMI, ou Initiative islandaise de la modernisation des médias, votée sous l'impulsion de Birgitta Jonsdottir. Adoptée à l'unanimité par le Parlement en 2010, cette initiative parlementaire s'inscrit à la fois dans les critiques et des collusions des politiques et des banques, des procédés obscurs qui avaient précipité le pays dans la crise et dans le contexte international de médiatisation croissante de Wikileaks. Elle vise à établir un corpus de lois favorables au journalisme d'investigation et aux lanceurs d'alerte et a déjà contribué à améliorer la protection légale des sources journalistiques. Elle a fait émerger de premiers projets de loi elle fait émerger de premiers projets de loi sur la protection et le droit d'asile pour les lanceurs d'alerte ou bloquer certaines dispositions du droit européen jugées menaçantes pour la protection des données privées. Parmi les autres propositions du Parti pirate, il faut aussi citer la promotion d'un revenu minimum universel pour remplacer le système de protection sociale, ainsi que la séparation de l'Église et de l'État. Effectivement, il y a un système de protection sociale en Islande un peu équivalent à ce qu'on a en France, quoi, qui est plutôt bien vu. Et l'on doit évoquer, bien entendu, le soutien du Parti pirate à l'adoption de la nouvelle constitution, rédigée par des moyens peu conventionnels après la crise économique, tirage au sort, constituante issue de la société civile. Celle-ci contient donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, celle-ci contient des dispositions extrêmement innovantes sur le plan du droit, telles que la propriété nationale des ressources naturelles qui n'ont pas encore été exploitées, ou la tenue d'un référendum d'initiative populaire si 10% au moins du corps électoral en formule la demande. Si les pirates ne cherchent pas à se positionner dans l'espace politique, pour revenir donc on voit la question du référendum d'initiative populaire qui arrive quelques années après, en 2018 chez nous, par l'intermédiaire des Gilets jaunes. Voilà. Et il me semble que cette constitution, elle n'a jamais été appliquée en Islande. Si les pirates ne cherchent pas à se positionner dans l'espace politique, au moins est-il possible d'observer avec qui ils travaillent et proposent des lois. Les analyses de réseau peuvent permettre de répondre en partie à ces questionnements, par exemple au travers du travail extrêmement intéressant de François Briat, réalisé sur plusieurs parlements européens. L'analyse des cosignatures pour 141 propositions de loi portées depuis 2013 pour le Parlement islandais donne ainsi le réseau suivant, où chaque député est représenté par un point de couleur et où le réseau est formé à partir de la proximité de chaque député selon le nombre de lois co-signées avec chacun de ses collègues. Donc les pirates, ils sont en noir ici, et on voit qu'ils sont dans l'espace plutôt de gauche. C'est-à-dire ici vous avez le PS, ici vous avez l'équivalent du PS, ici vous avez les écolos, ici vous avez le parti de l'avenir radieux, donc qui est plutôt d'inspiration humaniste. C'est dit, pardon, c'est expliqué. Réseau des cosignatures législatives au Parlement islandais, réalisé par François Briat. Les points noirs représentent les élus pirates, les points verts sombres les écologistes, les rouges les sociodémocrates, violets Björnfartiz, vert clair pour le Parti du Progrès et bleu pour le Parti de l'Indépendance. Donc bref, ici vous avez la gauche, ici vous avez la droite.
Il est donc intéressant ici de voir que les trois députés pirates actuels collaborent largement avec Björn Framtiz, les sociodémocrates et les écologistes. Si l'on consulte le site du Parlement, les dernières sessions sur donc le site du Parlement, les dernières sessions parlementaires, on trouve des propositions de loi et des amendements co-signés par ces trois groupes sur des sujets aussi divers que l'éducation, l'environnement, la fixation des prix agricoles ou du salaire minimum. On peut donc sans grand risque supposer aussi davantage d'acquaintance idéologique des pirates avec ces partis. S'il y a des divergences, elles paraissent reposer davantage dans les perspectives plus individualistes et libertaires que promeuvent les pirates et dans leur opposition à une certaine idée social-démocrate du rôle de l'État et de la collectivité. Il s'agit là encore d'hypothèses qui devront être vérifiées et affinées, mais le nouveau parti semble bien être la scène du renouvellement d'un discours individualiste de gauche, d'une tentative de conciliation entre les exigences de justice sociale et de démocratisation radicale des institutions et d'extension des libertés individuelles. Je crois que c'est la fin, oui, c'est la fin. Nous l'avons vu, le parti pirate islandais représente une expérience politique originale, ayant trouvé un terreau favorable dans l'environnement politique islandais. Il est encore difficile de déterminer si sa présence traduit un changement profond de l'électorat et des sensibilités politiques islandaises, mais son maintien et sa popularité sont des indicateurs qui ne doivent pas passer inaperçus. Son influence sur d'autres partis s'observe déjà, avec des renouvellements des bureaux politiques concurrents, plus jeunes et plus féminisés, la reprise de certaines propositions du parti, par exemple en ce qui concerne l'usage et la promotion de l'open data. La popularité du parti a aussi permis de remettre sur le devant de la scène l'adoption de la nouvelle constitution élaborée en 2012. La commission parlementaire en charge du sujet commence enfin à envisager de possibles rénovations de la loi constitutionnelle, ce qui pourrait prochainement donner lieu à un référendum. Je ne sais pas si le référendum a eu lieu. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'article. Je vous envoie le lien si ça vous intéresse. Et je propose qu'avant de lire le deuxième article, on regarde ce qui est advenu des élections législatives donc de 2016, qui ont eu lieu pas longtemps après cet article. Voilà, donc Avenir Radieux s'était présenté et avait eu des... Alors, comment ça, siège sortant? Ah, c'est les candidats. Ah, ils avaient déjà des députés, ok. Viserein, Renaissance, ouais. Renaissance, c'est pas le... Bref, bon. Le Parti du Progrès, ils avaient 19 députés. Le Parti de l'Indépendance aussi. Le Front National Islandais, 0. Il y a quand même des trucs d'extrême droite. Il y a aussi ça, quoi. Le Parti du Peuple, 0. Ah oui, c'est au niveau des députés français. Parti humaniste, 0. Donc le Parti pirate, voilà, ils avaient leurs trois. Il y avait un front populaire islandais, c'est ouf. Donc voilà, ensuite il y a les Verts, bref. Thème de campagne, on s'en fout, on veut voir les résultats. Voilà. Donc résultats. Donc il y a eu 27 000 voix, presque 28 000 voix. 28 000 voix pour le Parti Pirate. Donc ils passent à 10 sièges. Donc ils ont 7 sièges de plus. Ils multiplient leur nombre de députés par 3 quand même. Ils passent à 10 sièges. C'est quand même pas dégueu. C'est le troisième parti de... Alors que c'est un mini-parti à la base. Hein. C'est le troisième parti de l'Assemblée nationale. Et c'est notamment, on voit que c'est les sociodémocrates qui perdent 6 sièges, donc c'est peut-être entre les sociodémocrates et Avenir Radieux qui ont plus que 4 députés, c'est peut-être dans cet espace-là qu'ils sont allés piocher des sièges. Donc intéressant, ok. Ça c'était 2016. On va passer à ce qu'il en est aujourd'hui, 2024, ça a donné, donc là c'est quoi? C'est la campagne, ok.
campagne. Donc ils avaient 6 sièges ensuite. En 2024, ils avaient 6 sièges, donc oui, ils avaient quand même un peu rebaissé, ils étaient toujours présents, etc. On voit que le PS, eux, ils avaient 6 sièges, donc ils étaient à peu près au même niveau, je crois que. Non, quoique ils en avaient moins, ouais, ils commençaient à reprendre du poil de la bête. Quoi d'autre, ouais, parti de l'indépendance, bon, ils ont à peu près, mais un petit peu moins, voilà, bon. Centre droit et droite, voilà, on voit qu'ils ont une quinzaine de sièges toujours. Les Verts, qui étaient quand même. Ah oui, ils mettent extrême gauche, les Verts, bon, c'est pas extrême gauche, hein, bref. Qui étaient au pouvoir, qui était vraiment la première ministre, elle était issue de ce parti-là. Bon, il y avait une coalition, hein, mais quand même, bon, ils avaient une toute petite dizaine de sièges, quoi. Donc voilà, c'était un petit parti, le parti pirate. Voilà. Malheureusement, le parti socialiste islandais, zéro siège, hein, zéro siège. Putain, ils mettent extrême gauche pour les Verts et juste gauche pour un parti socialiste. Socialiste au sens premier du terme. Ah, c'est avec eux que j'ai confondu là. Avenir radieux, j'ai confondu avec Avenir responsable. C'est deux choses différentes en fait. Pour ça, je me suis dit, mais c'est pas un parti d'extrême droite. Mais c'est eux le parti d'extrême droite. Bref, anti-vaccin, ok. Bref. Vous captez, voyons voir les résultats. Résultat, il y a eu une percée du PS, de l'équivalent du PS islandais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Verts qui étaient dans la coalition au gouvernement en début 2024, en fait, la première ministre, elle a démissionné pour se lancer dans la campagne présidentielle. Elle a perdu. Donc ils sont ramassés une tôle, vous voyez, les Verts, ils sont plus hauts, ils ont plus de députés, hein. Ils ont perdu leurs 8 sièges, ils ont plus de députés. Et donc eux, voilà, ils sont en pleine chute. Le parti de droite, ils ont vu que les sondages, ça commençait à baisser. Généralement, ils avaient quand même leur minimum, c'était 20%, et là, c'était leur maximum. Et ils ont fait un tout petit peu moins de 20%. Oui. Alors qu'à la base, c'était leur minimum, hein. Je sais plus voilà, en 2016, ils faisaient 30%, quoi. Et là, ils peinent à atteindre les 20. Euh, donc il y a eu ça, voilà, et ça a profité plutôt sociodémocrate. Et en fait, le Parti Pirate, il a chuté dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs 6 sièges, vous voyez, je disais, il y a un seuil, il faut passer le seuil de 5% de vote, et ils sont en dessous, avec 3%. Même le Parti Socialiste, ils sont devant eux, putain, mais malheureusement, moi je les soutenais, ils n'ont pas passé le cap des 5%, donc ils n'ont pas de siège. Donc voilà, donc il y a moins de partis là. Bon, il y en a quand même, hein, mais voilà la situation du Parti Pirate aujourd'hui. Ils ont plus de députés, ils ont peut-être des conseillers municipaux, mais ils ont plus de députés. Voilà, est-ce que oui, je vous avais envoyé le lien. Je vous propose qu'on lise un deuxième et dernier article, qui n'est pas celui-là, qui est celui-là. Donc de Lionel Cordier, pour parler toujours du Parti Pirate. On va pas lire le résumé, on va tout de suite attaquer l'article. La politique islandaise piratée. Et donc je crois que c'est sorti là après les... pardon, je commence à fatiguer. C'est quoi? Je vais faire une légère pause. De toute façon, les pauses ici, ça dure le temps d'écouter Slimka, donc 1 minute 41 pour aller me chercher des fruits. Allez, légère pause et on reprend la lecture. No bad, no bad, no bad, volume 2. No bad, no bad, no bad, volume 2. Hey, on est donc au milieu du projet. No bad, volume 2. Hein, attends, je bois un peu.
Yeah, mets-toi à l'aise, pose-toi, on est là. Ah, change de mood quand je veux. Hey. Dun-dun. 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 Ah. Évite de me déranger, surtout quand je suis en train de bosser. Tu voudrais que je partage, désolé je fais pas confiance à tout le monde. Pose, il n'y a pas de ristourne. Penses-tu vraiment que ce mec il se court? Non, non. Pendant qu'il y en a qui se touchent et bec. Moi j'avance tranquille vers mes objectifs. Brassard comme le maillot autour de mon bras. Tu fais partie de la team, écoute qu'on gratte. On crée notre mouvement, t'es sûr qu'on gratte. En train d'espionner, posé sur ton bras. Chill dans la ville comme personne. Diego porte des battes extrêmes. Une chemise en soie, c'est pas fair play. La concu à soif, je viscère l'air. Ouais. J'arrive dans le but, je fais un lob. C'est que la moitié du projet. Des oreilles saines, je vois que tu cogites. Attends, c'est le deuxième, es-tu prêt pour la suite? Je suis réel, tout ça est possible. Voilà, c'est mieux avec le son. Ok. De toute façon, je disais rien d'important. Donc, cet article. Peut-être pas que je mange pendant que je lis. J'avais besoin de reprendre un peu d'énergie là. Donc, après la crise économique de... Donc le titre, voilà, les politiques islandaises piratées. Après la crise économique et politique de 2008, et plusieurs éruptions volcaniques, maintenant il y a des éruptions chaque année, etc. C'est de pire en pire, bref. L'Islande a de nouveau attiré les projecteurs médiatiques du monde entier au mois de mai 2016. Le pays a été particulièrement touché par les révélations du scandale des Panama Papers. Proportionnellement à sa population, le nombre de nationaux impliqués a été de loin le plus élevé, avec plus de 170 noms, ah ouais, j'avais pas ça en tête, révélés. La présence de nombreuses personnalités, dont des membres de la municipalité, de la femme de l'ancien président Ólafur Grímsson. Alors Ólafur Grímsson, quand ils disent ancien président, oui, c'est un ancien président, mais il faut dire de quand à quand. Parce que le gars, il a été président pendant 20 ans, un truc comme ça. Président de 96 à 2016, voilà, pendant 20 ans. Donc voilà, c'est président... voilà quoi. Donc l'ancien président Ólafur Grímsson, mais surtout plusieurs ministres, dont le chef du gouvernement, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ont abouti aux plus grandes manifestations jamais connues sur l'île. Donc là, ouais, ils en ont eu marre. Ils ont dit, hey, vous nous faites n'importe quoi. Je savais pas ça. Je savais pas. Les estimations les plus hautes portaient les manifestants au nombre de 22 000, soit près de 10% du corps électoral. Autant dire que les paroles de Sigmundur Davíð, ce n'est pas comme s'il y avait toute la population islandaise, ont fait déborder le vase et ont été très mal reçus par les manifestants, contribuant sans doute à accélérer sa démission. Et donc il a dit « Það mati nú ekki allt fólkis á Austurvöll ». Donc il n'y a pas toute la population à Austurvöll. Ouais. Ouais, bon, bref. En quelques jours, les Panama Papers ont donc provoqué des manifestations sans précédent. La démission du Premier ministre et, sous les coups de boutoir de l'opposition, enclenché des élections parlementaires anticipées, finalement tenues en octobre 2016. La majorité actuelle, menée par le Parti de l'Indépendance, droite conservatrice, et le Parti du Progrès, centre-droit, a résisté à la tenue d'élections immédiates et pour cause. Les enquêtes d'opinion donnaient le parti pirate islandais en tête devant tous les partis depuis plus d'1 an et demi.
Si les partis traditionnels se sont évertués cet automne à regagner une popularité en Berne, le petit parti pirate, qui ne comptait que 3 députés à l'Helsinki, a obtenu près de 15% des voix et a désormais 10 représentants au Parlement. La presse étrangère s'est intéressée de nouveau à l'Islande, le fantasme d'avoir un gouvernement de pirates venant corroborer l'idée d'un pays décidément très exotique et décalé par rapport au reste de l'Europe. Des traitements médiatiques similaires étaient déjà observables lors de la crise de 2008. Et plus récemment, avec l'élection du nouveau président de la République, donc Guzny Johannesson, en juin 2016, présenté avec emphase en France comme une personne normale, n'appartenant pas au cénacle politique, ce qui est souvent le cas des présidents islandais. Le cas islandais est souvent traité de façon très fragmentaire par les médias étrangers, de manière intense mais épisodique. Nous chercherons ici à sortir du temps médiatique pour analyser l'émergence du parti pirate sur le long terme. Si le pays a connu une intégration économique de plus en plus forte aux économies nord-américaines et européennes avant de subir de plein fouet les effets de la crise des subprimes, l'Islande vit aussi depuis plusieurs années de forts mouvements sur sa scène politique. L'émergence du parti pirate islandais est le signe non seulement d'une transformation du monde politique local, mais aussi de changements très profonds des scènes politiques européennes. L'Islande ne constitue pas un cas isolé. Il ne s'agit pas du seul pays d'Europe à connaître un réagencement intense de son paysage politique. Et ces mouvements s'observent aussi avec l'émergence des gauches radicales en Espagne, au Portugal ou en Grèce, mais aussi avec la montée des droites populistes dans le reste de l'Europe et des pays nordiques. Où situer le parti pirate islandais dans ces mutations? Quelles sont ses spécificités locales, insulaires, et à contrario, quels traits communs pourrait-il partager avec d'autres partis, d'autres sensibilités européennes? C'est à cet ensemble d'interrogations que nous nous proposions de répondre dans cet article, tout d'abord en établissant un bref récapitulatif des dynamiques du jeu politique islandais, pour ensuite délimiter plus précisément les conditions d'apparition et les spécificités du parti islandais. C'est en analysant son émergence, son identité et les causes de sa croissance qu'il nous sera possible de tracer des liens entre les mutations de la scène politique locale et des transformations plus globales. Donc, Hrunis, naissance en temps de crise. C'est le moment de prendre un petit bout de prune. Ok. Si le pays connaît une période économique faste jusqu'en 2008, atteignant la tête des classements internationaux, il est aussi qualifié d'économie geyser par la Danske Bank en 2006, qui signalait déjà les faiblesses structurelles d'un petit pays cherchant à s'enrichir sur les marchés financiers. Les travaux des commissions d'enquête suite à la crise révèlent également le très clair amateurisme de la classe politique islandaise et ses rapports incestueux avec les 3 banques responsables de la chute du pays. Cette situation de crise économique, politique et morale a donc participé à créer les conditions d'émergence ou de réémergence des critiques des institutions et des partis traditionnels. Dynamique partisane. Si le parti ne date que de 2012, on peut toutefois le présenter comme l'un des enfants de la Bushald à Byltingin, c'est-à-dire la révolution des casseroles de 2008-2009. À la fois en termes de généalogie partisane et programmatique, ses élus et ses adhérents revendiquent volontiers l'étiquette de néophyte et commencent souvent à entrer en politique suite aux événements de 2008. La crise économique et financière voit apparaître une multitude de groupes de discussion et de nouvelles associations, informelles ou non, qui prétendent comprendre, débattre et proposer des solutions au marasme dans lequel le pays s'enfonce. C'est notamment dans le bâtiment de la Reykjavíkur Academia, un institut de recherche alternatif et de rencontre d'artistes, que se retrouvent de nombreux futurs militants de partis et d'associations. Le premier parti issu des manifestations et des appels à la démission du gouvernement de Gerhard est le mouvement des citoyens, ou Borgara Hreyfingin, qui gagne 4 sièges au Parlement islandais pour les élections anticipées d'avril 2009. Toutefois,
Comme de nombreuses jeunes formations, le consensus reste difficile à trouver et aboutit peu à peu à des départs puis à l'implosion de ce premier rassemblement. Des conflits de personnes alors placés sous le boisseau de l'époque apparaissent plus clairement aujourd'hui. Par exemple, celui entre Margrethe Tryggvadottir et Birgitta Jonsdottir. Alors toutes les deux au Parlement. Mais les séparations et les bifurcations du mouvement sont aussi motivées par des conflits d'ordre moral et politique, notamment sur l'adhésion ou non à l'Union européenne, question typiquement clivante en Islande, ou sur le degré de radicalité du parti. Bon, en vrai, il y a plutôt un consensus. C'est plutôt mal vu d'être pour l'adhésion de l'Union européenne de l'Islande à l'Union européenne. Voilà, la majorité est plutôt contre. Hein. Je crois que sur les législatives 2024, là, les dernières, je crois qu'aucun parti proposait ou il y a peut-être un seul parti qui proposait l'adhésion à l'UE. Mais je crois que c'est plutôt aucun et que ça aurait été mal vu. Enfin, ça peut te faire perdre des électeurs, quoi. Le mouvement des citoyens se désagrège ensuite rapidement en une multitude de groupements. Ces députés créent une scission, le Hreyfingin, le mouvement, qui se divise ensuite entre les pirates, et Dögun, Aube, qui résulte d'une alliance avec le précédent mouvement des citoyens et le Parti libéral, mais ne réussit pas à passer le cap des élections de 2013. Le Parti pirate, lui, réussit à survivre et envoie 3 députés au Parlement en avril 2013. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les pirates soient assurés d'un succès à long terme. Tout à fait. Il est en effet relativement courant dans la vie politique islandaise de voir apparaître subrepticement des petits partis politiques au Parlement, mais ceux-ci survivent rarement à la législature, comme le défunt mouvement des citoyens l'a encore démontré. Depuis les années 80, les petits partis connaissent encore plus des scores encore plus importants et viennent peu à peu bousculer le Flokkakerfis, le système des 4 partis, terme peu élogieux, souvent utilisé pour dénoncer les ententes et les alliances entre les 4 grands partis de l'île, Alliance social-démocrate, écologiste de gauche d'une part, et Parti du progrès et Parti de l'indépendance d'autre part. La proportion des petits partis se présentant atteint ainsi un nombre record lors des dernières élections de 2013, avec 15 formations en lice. Ce bourgeonnement vient confirmer la lassitude des Islandais pour leurs institutions politiques. En effet, si le pays enregistre toujours parmi les plus forts taux de participation électorale d'Europe, l'indice de popularité du Parlement reste en revanche l'un des plus bas d'Europe et du Nord depuis la crise. Depuis la crise. Pour sa dernière enquête de février 2016, l'Institut Gallup donnait 17% d'opinion favorable à l'Helsinki, une confiance qui a chuté depuis la crise économique et est restée très basse depuis. Au cours des années 80 et 90, en dehors des 4 grands partis, aucune formation n'a jamais réussi à se maintenir durablement au Parlement et en Islande, à l'exception notable de la liste des femmes et du Parti libéral, qui ont réussi à cette époque à intégrer des systèmes d'alliance à gauche ou à droite et ont fini par se dissoudre. Il est particulièrement intéressant de noter que la liste des femmes qui s'est maintenue aussi longtemps au Parlement charriait un ensemble d'idées féministes qui ont profondément transformé la société islandaise, mais provenait aussi d'un fond de revendications qui circulait alors largement dans la sphère nordique et occidentale. Cette liste s'est rassemblée sur un type de lutte que l'on pourrait qualifier de sectorielle, égalité de genre, pour ensuite l'étendre à un ensemble de revendications beaucoup plus larges. La liste des femmes parlait ainsi de ce qu'elle jugeait être une série de déficiences dans la société islandaise en termes d'égalité homme-femme et les a intégrées dans une description idéologique plus large, ici des analyses féministes de la deuxième vague, issues des mobilisations des années 60. C'est ainsi que la liste des femmes a fini par se positionner sur des sujets a priori inattendus comme la présence de l'Islande dans l'OTAN, la protection de l'environnement, etc. Le même parcours peut s'observer par exemple pour ce qui relèverait de l'écologie en France.
avec un parti vert qui tend peu à peu à proposer une vue globale et cohérente du monde à travers le filtre de l'écologie politique, tout comme l'écologie politique ou l'apparition de nouvelles thématiques féministes. Dans les années 70, la philosophie de l'open source avec le Parti pirate semble se lier à l'émergence des nouveaux mouvements sociaux et peut-être de nouvelles idéologies. Une fondation tardive. Le Parti pirate islandais est fondé officiellement lors de la réunion du 24 novembre 2012, on s'en rappelle tous, à laquelle assistent notamment Smári McCarthy, activiste et entrepreneur informatique, et Birgitta Jonsdóttir, alors députée de Hreyfingin, le mouvement, mais aussi porte-parole du groupe Wikileaks en Islande. Le groupe se réclame directement du premier parti pirate suédois fondé en 2006, qui avait alors essaimé dans de nombreux pays, dont la France et l'Allemagne, dans le sillage des réactions aux dispositions étatiques qui cherchaient à renforcer la protection de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique. Il est intéressant de noter que l'Islande n'a pas suivi tout de suite, mais qu'il est nécessaire d'attendre 6 années pour voir apparaître ses premiers pirates. Détail notable, car le contexte économique et social a grandement changé entre-temps et va sans doute contribuer à faire du discours pirate islandais un discours qui n'élude pas la question sociale et la critique des circuits financiers. Si le parti pirate islandais a le vent en poupe depuis 2012, la plupart des autres partis européens semblent désormais sur la pente descendante, y compris en Suède et en Allemagne où ceux-ci avaient eu les résultats les plus prometteurs. Ainsi, le parti pirate suédois perd en 2014 le dernier député qu'il avait réussi à faire élire au Parlement européen, tandis que les pirates allemands, malgré la conquête de plusieurs sièges dans des Länder et à Berlin, ne réussissent toujours pas à obtenir de représentants au Bundestag. Pardon. Quant au parti pirate français, né durant les débats sur la loi Hadopi, il rencontre beaucoup plus de difficultés et ne perce ni au régional ni aux législatives, victime de modes de scrutin beaucoup plus hostiles à l'apparition de petits partis. De façon générale, il n'est pas difficile d'affirmer que le système politique et les modes de scrutin ont un impact très fort sur la survie et la survie des petites structures partisanes, notamment en termes d'allocation de ressources. À ce titre, le système électoral islandais est déjà parmi les plus favorables à l'éclosion de petits partis par la combinaison de la proportionnelle et d'un système parlementaire monocaméral. Ce contexte institutionnel n'est toutefois pas suffisant pour comprendre pourquoi le parti n'a pas disparu comme la dizaine d'autres petits groupes apparus lors des élections de 2013. Et donc il n'a toujours pas réellement disparu en 2024, juste ils ont perdu tous leurs députés, donc il y a un enjeu de qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Les pirates, un succès inexplicable de la culture geek au parti d'opposition. Parce que j'ai un bout de prune coincé entre les dents. Les grands médias islandais et les professionnels de la politique sont restés longtemps sceptiques face à la poussée du parti pirate dans l'opinion publique islandaise. C'était encore le cas récemment lorsque Bjarni Benediktsson, ministre des Finances et chef du parti de l'indépendance, qui est maintenant Premier ministre, il me semble. Il est encore Premier ministre. Peut-être pas, qui a été Premier ministre là jusqu'en 2024. Estimait que les pirates se sont traînés jusqu'au Parlement parce que l'opposition était en miettes. L'attaque sur l'amateurisme pirate n'est pas nouvelle puisqu'il qualifiait déjà un an avant le parti de feuille blanche, dénonçant leur absence d'idées et de cohérence, ce qui symbolise tout à fait le scepticisme d'une partie de la classe politique, percevant les pirates au mieux comme une bande d'originaux, au pire comme des irresponsables. Pourtant, le parti semble aujourd'hui attirer un nombre important de sympathisants. Comment expliquer alors que les pirates aient réussi à transformer en atout ce procès en incompétence ? De façon plus large, sur quelle base idéologique et programmatique se fonde ce parti et à quoi ressemblent ses partisans ? Donc, base électorale et sympathisants. Sans surprise, les électeurs et les membres du parti pirate sont particulièrement jeunes.
Concernant les adhérents, c'est-à-dire les personnes officiellement inscrites au bureau, les données transmises par les responsables du bureau nous montrent pour 2016 que 60% de ces membres avaient moins de 40 ans, qu'un tiers en avait moins de 30, voilà, et qu'un tiers en avait moins de 30. Septembre 2014, le parti compte 861 adhérents. Et un an plus tard, le nombre est porté à 2143, soit plus du double. Euh, le parti fait ainsi état d'une explosion des adhésions qui n'a pas cessé depuis, et avec de nouveaux arrivants décrits souvent par des responsables comme plus âgés et moins au fait des enjeux politiques du web. Il est donc probable que la popularité constante du parti dans les sondages ait peu à peu attiré d'autres publics. Il faudra aussi observer à plus long terme si cela dénote un véritable changement dans la composition de ses adhérents. Concernant ses sympathisants et ses électeurs, la mesure des intentions de vote pour le Parti pirate vient de confirmer nos premières institutions. La dernière enquête détaillée de l'Institut MMR, donc ça on l'a vu dans notre article, réalisée en janvier 2016, nous présente une formation politique qui attire une majorité de jeunes électeurs avec plus de 50% des 18-29 ans qui se déclarent sympathisants. Et quand même. Mais ce serait une erreur de se focaliser uniquement sur l'âge. Le parti attire également près de la moitié des électeurs aux plus bas revenus et une majorité d'hommes. Autre donnée intéressante, on compte parmi ces sympathisants une grande majorité n'ayant aucune confiance dans le gouvernement et un nombre notable d'anciens électeurs du Parti du Progrès, le parti actuellement au pouvoir. Il y a aussi le ras-le-bol, c'est comme les gens de droite qui ont voté Hollande en 2012. Nos propres enquêtes de terrain, encore en cours, viennent a priori confirmer que le parti pirate séduit avant tout des populations précarisées ou en voie de précarisation, jeunes et plutôt diplômés. On retombe ici sur des franges électorales qui ne sont pas très éloignées de celles de nouveaux partis étrangers comme Podemos en Espagne. Le politiste José Fernandez Albertos a encore récemment rappelé que le parti se réclamait des indignés, rassemble une proportion plus importante d'électeurs une proportion plus importante d'électeurs précaires ou au chômage que le PSOE, le Parti socialiste espagnol, ou Ciudadanos, parti de centre droit. Pardon. J'ai perdu. Voilà. Parti de centre droit récemment créé également. Donc le Ciudadanos. Il est donc intéressant de voir ici des électorats similaires à d'autres périphéries européennes ayant été fortement touchés par la crise. Cela nous permet aussi de rappeler que l'émergence du parti pirate ne peut être vue comme un phénomène exclusivement islandais. Elle relève également de dynamiques de reconfiguration et de polarisation politique intense qui peuvent s'observer dans d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce. Un double lien idéologique. Les années qui suivirent la révolution des casseroles ont vu fleurir les partis et les groupes politiques en tout genre, mais le parti pirate islandais s'en distingue sur plusieurs plans. Il peut en effet s'appuyer à la fois sur une culture partisane transnationale, forte tout en y mêlant un souci islandais d'actualité pour la corruption et la transparence. Alors, attendez. J'ai envie de me mettre un petit fond musical là, mais... Ce que j'aimerais mettre, je crois qu'il n'y a pas... je crois... Si je peux mettre ça sur YouTube. Attendez, je vais mettre un petit fond musical. Voilà, sur SoundCloud, ouais. Allez, let's go. Ah ouais. Attendez, ça me demande de me connecter sur
SoundCloud, donc je vais chercher ailleurs. Enfin, juste un instant, mettre une petite ambiance. Ouais, voilà. Voilà, c'est parfait. Que ça. Ok, voilà. Bon. Donc les années qui suivirent la... je vais baisser parce que je trouve ça un peu fort. Je vais baisser dans mes oreilles aussi. Les années qui suivirent la révolution des casseroles ont vu fleurir les partis et les groupes politiques en tout genre, mais le parti pirate islandais s'en distingue sur plusieurs plans. Il peut en effet s'appuyer à la fois sur une culture partisane transnationale forte tout en y mêlant un souci islandais d'actualité pour la corruption et la transparence. De plus, comme nous l'avons déjà souligné, le parti pirate n'apparaît pas seulement en réponse aux nouveaux enjeux de la neutralité du web ou de la transparence des données. Les députés pirates évoquent aussi au Parlement les questions de la pauvreté, de la protection sociale. La question de la réforme de la constitution islandaise et celle de la rénovation des institutions reste également un point programmatique particulièrement fort pour le parti qui se place ainsi parmi les héritiers de la révolution des casseroles et de la constituante qui avait été organisée dans les années suivantes. Tout comme Podemos, qui prétend substituer une rhétorique du bas contre le haut ou le mouvement Occupy Wall Street qui dénonçait les 1% sans chercher à se positionner dans l'espace politique traditionnel, les pirates refusent également de se positionner sur l'axe gauche-droite, caractéristique fréquente dans les mouvements apparus à la suite, suite à la crise globale de 2008. Mais au-delà de cette position hors-jeu, affichée par les pirates islandais, il est possible de réutiliser des grilles de lecture plus classiques simplement en se reportant aux objectifs programmatiques du parti ou en examinant de plus près le travail législatif de ses députés. Ainsi, cette réticence à se situer politiquement peut s'expliquer par exemple par un refus de prise de position claire sur le rôle de l'État donc ça on l'a déjà lu dans l'autre article, dans la sphère économique et l'absence de critique de l'économie de marché dans les points de ce que le parti appelle son noyau idéologique. Je réfléchis juste à quel point on m'entend plus. Je pense qu'on entend quand même plus que le truc, mais que la musique, mais bon, je la baisse encore un peu au cas où. Voilà, son noyau idéologique. Celui-ci est constitué de 6 points programmatiques intangibles évoquant la promotion de la démocratie directe, de la décentralisation, de la transparence politique et la protection de la vie privée. Mais d'autres dispositions peuvent également aider à positionner le parti pirate. Par exemple, la promotion d'un revenu minimum universel et de la réduction du temps de travail, ou encore une séparation effective entre l'Église et l'État. On peut évoquer également le travail très intéressant opéré par François Briat à l'échelle de plusieurs parlements nationaux européens, qui vient aussi nous renseigner sur les orientations politiques des députés pirates. En recourant à l'analyse des réseaux, il est possible en effet d'observer avec qui les parlementaires travaillent le plus souvent pour préparer des lois au Parlement. Ces réseaux de cosignatures législatives, dans cette bien logique, de 141 propositions de loi pour le Parlement islandais entre 2013 et 2015 permettent d'avoir des éléments supplémentaires sur la proximité des députés pirates avec d'autres groupes politiques et les travaux législatifs effectués en commun. On voit ainsi apparaître sur ces réseaux de cosignatures une plus grande proximité entre Pirates, Avenir Radieux, autre parti issu de la révolution des casseroles, Verts de gauche et sociodémocrates. Autrement dit, les pirates travaillent majoritairement avec les membres de l'opposition de gauche, co-rédigent et signent plus souvent ensemble les mêmes amendements et propositions de loi. Il serait intéressant à l'avenir d'enrichir ces données et également d'observer si des changements dans le temps sont perceptibles dans les tactiques d'alliance pirates. Bien entendu, les données statistiques, ils ne peuvent plus faire d'alliance, maintenant ils ont plus le pouvoir.
Bien entendu, les données statistiques ne suffisent pas et il est également important d'examiner sur quel sujet les pirates travaillent avec les écologistes et les sociodémocrates. Or, les dernières sessions parlementaires de l'Helsinki nous montrent des signatures communes sur des sujets tels que l'éducation, l'environnement, la fixation des prix agricoles ou du salaire minimum. Ainsi, le, si le parti pirate semble trouver de nombreuses accointances idéologiques avec les sociodémocrates ou les écologistes, les divergences existantes entre ces partis se fondent sur le fait que les pirates comme davantage individualistes et se présentent comme davantage individualistes et libertaires. Ce positionnement s'observe par exemple dans les discours sur la légalisation du cannabis ou de la prostitution présents dans les débats du parti. L'accent sur les libertés individuelles est plus important et peut s'opposer à une certaine idée une idée social-démocrate de protection des individus par le collectif. La mise en valeur de la figure du lanceur d'alerte qui doit affronter l'arbitraire étatique et travailler à la libération, travailler à la transparence démocratique nous semble aussi être un autre avatar des valeurs mises en avant par les pirates. Pour rappel, le parti avait tenté, donc ils avaient tenté de proposer l'asile à Snowden, machin, ils ont très suivi Chetsimani, la nation et tout. Cette alliance entre exigence de justice sociale et extension des libertés individuelles paraît ainsi marquer le renouvellement d'un discours individualiste de gauche qui s'appuie cette fois sur des éléments transnationaux de la culture geek et pirate. On est à la séduction du net. Et après, il nous restera une partie. Je regarde un peu où est-ce qu'on en est. Ouais, on est pas loin de la fin quand même. Ok, la séduction du net. Ainsi, alors attendez, je vais prendre un bout de prune. Ainsi, la dimension esthétique mobilisée par les pirates n'est pas à négliger. Par dimension esthétique, nous entendons les éléments visuels discursifs sonores que le parti va mobiliser pour forger une identité rapidement repérable, autrement dit, un ensemble de caractéristiques renvoyant ici à l'esthétique libertaire et cyberpunk. Dans les médias, sur les présentations de ces sites, le parti pirate joue fréquemment de cette image du hacker marginal, de l'autodidacte rebelle. Et en cela, cette imagerie est commune à la plupart des partis pirates européens, comme l'observait par exemple Jonathan Bocquet pour les pirates français. Cette affirmation esthétique se réalise aussi par l'intermédiaire de ses élus et notamment de Birgitta Jónsdóttir, artiste et poétesse, militante pour les sans-papiers et les demandeurs d'asile, ancienne porte-parole de Wikileaks. Elle a fait partie de cette génération de punk des années 80 qui s'est politisée et a vu aussi émerger The Sugar Cubs, Björk ou l'humoriste et ancien maire de Reykjavik, Jon Gnarr. Birgitta Jónsdóttir reste la personnalité du parti la plus fréquemment mise en avant dans les médias internationaux, y compris dans les médias francophones, qui insistent souvent sur son parcours atypique, mais de fait ne cite que très rarement d'autres membres clés du parti. On va aller faire un tour sur leur feed Instagram ensuite. Voir à quel point elle est mise en avant, mais je pense qu'elle est pas tant mise en avant que ça. Enfin, je sais pas. Par le parti, quoi. La figure du hacker, du pirate informatique reste ainsi omniprésente, même si elle est souvent mobilisée de façon distanciée ou comique. Si les pirates répètent à l'envi qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou fin connaisseur de la programmation pour adhérer au parti, les liens avec les nouvelles technologies de l'information restent importants et peuvent également servir à attirer de nouvelles recrues. Le parti pirate organise par exemple des ateliers publics pour sensibiliser aux enjeux de l'open data ou à la gestion des traces laissées sur le web. On relie un peu les mêmes trucs. Bon. C'est écrit à la même période. L'open data. Alors attendez, j'ai perdu. Voilà, l'open data. Ok. Ces sessions permettent en même temps d'attirer de potentiels futurs membres. Il y a donc ici à la fois
Initiation à une sous-culture commune et intégration politique au groupe, deux mécanismes se nourrissant l'un et l'autre. L'usage du net est également particulièrement intense dans le fonctionnement du parti. La majorité des débats internes s'établit désormais sur des plateformes en ligne, notamment sur le site. Voilà, on avait vu le site. Il permet à la fois de faire de nouvelles propositions, etc. Bon, tout ça on avait vu. Il faut ajouter à cela une communication largement fondée sur les médias sociaux et le web dans un pays qui compte parmi les plus grands utilisateurs de Facebook. Bon, ça on avait vu, ils sont 75%. Bon, tout ça, ça se répète. 69%, la page Facebook là qui n'existe plus, le nombre de likes aussi, le deuxième parti en termes de likes. Bon. C'est cette présence qui permet également de valoriser le discours pirate sur le renouvellement et sur sa volonté de transformer les rapports aux politiques. Ainsi, sous des apparences chaotiques, il nous semble que les stratégies de communication et de développement et de débat du parti pirate présentent un certain ordre dans le désordre. Tout d'abord, par cet usage intense des réseaux sociaux, le parti permet d'engager un débat permanent entre ses adhérents, ses sympathisants et ses représentants qui ne s'interdisent pas de participer directement aux discussions en cours. Cette affirmation de l'accent mis sur l'horizontalité s'observe sur les réseaux sociaux et sur les sites et forums du parti. Elle se caractérise notamment par l'absence de hiérarchisation immédiate des participations. Il n'y a donc pas d'autorité sur les réseaux sociaux, sur le site, ni sur un autre site, qui procéderait à une sélection préalable des propositions, pertinentes ou non. Toutes les paroles se valent au départ et c'est le plaisir ou l'intérêt suscité par telle ou telle organisation qui prétend prendre le pas sur les procédés classiques de légitimation de la parole politique, reposant sur l'identité du locuteur. La valorisation de la figure de l'expert s'observe peu à peu donc je disais, la valorisation de la figure de l'expert s'observe peu à peu. A contrario, celle de l'autodidacte se concentre fréquemment. Comme en informatique, la politique est un domaine qui peut être investi, exploré, bidouillé, en somme, piraté. Donc on va lire les nouveaux défis avant d'arriver à la conclusion. Même si, bon, l'essentiel des éléments sont ce qu'on a lu dans l'article précédent, quoi. Si le parti jouit d'une forte visibilité depuis 1 an et demi, rien ne peut assurer qu'une telle situation réussisse à perdurer. Quelles sont les dynamiques actuelles qui portent le parti pirate? De quelle façon cette popularité impacte-t-elle sur le fonctionnement interne du parti? Enfin, si l'éventualité d'une participation à un gouvernement ou une alliance, une coalition se présentait, le gouvernement pourrait-il, le parti pourrait-il véritablement mettre en œuvre les projets qu'il défend? Une stratégie payante. La crise que connaît le gouvernement islandais en mai 2016 constitue sans doute une chance historique pour le parti. En effet, le départ forcé du Premier ministre Sigmundur Davis Gunnlaugsson suite au scandale des Panama Papers, éclabousse également de nombreux autres membres de la classe politique et vient confirmer une stratégie pirate qui s'avère payante. Le Premier ministre tombe en raison de la divagation d'informations confidentielles sur ses comptes offshore au Panama, autrement dit. Au Panama, autrement dit, il pêche exactement là où le parti pirate appelle à la transparence et à l'honnêteté du corps politique. De plus, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un scandale qui touche aussi Bjarni Benediktsson, qu'on appelle Bjarni Ben, et Olof Nordal, membre du gouvernement, des banques déjà mises en cause lors de la crise de 2008, ainsi que le bureau exécutif, donc le directeur exécutif du Parti du Progrès ou le trésorier de l'Alliance social-démocrate. Tous ne démissionnent pas et
Ah ouais, one scene comme ça. En plus, c'est la fin du. Alors, attends, il me reste combien vraiment on est quasiment à la fin de l'article, mais on est déjà à la fin de la musique et ça, c'est pas ouf. Je trouve ça pas ouf. Il me faut absolument de la musique. Ah, c'est parfait ça. Ok, ok, je vais avoir ce qu'il me faut. Je vais le lancer là. Let's go. Donc, je me suis perdu. On n'était pas là, on n'était pas là, ok. Donc, ça touche aussi Björk Niben et Olof Nordal, membre du gouvernement, des banquiers déjà mis en cause lors de la crise de 2008, ainsi que le directeur exécutif du Parti du Progrès. Tous ne démissionnent pas, et la position de néophyte des pirates leur permet de se distinguer d'une situation qui réactive les mauvais souvenirs de 2008 et la détestation des politiques, ou tout du moins l'impérieuse nécessité de de changements profonds dans la classe politique islandaise. Par réaction, le parti pirate brandit périodiquement l'outil du référendum comme mode de résolution et de réconciliation nationale et défend aussi pour cela le nouveau texte constitutionnel qui permettrait à un minimum de 10% du corps électoral d'en exiger l'organisation. Il faut dire que la dénonciation de politique euh, irresponsable et sourd aux demandes de la population islandaise continue à gonfler périodiquement depuis 2008, avec l'absence de prise en compte par le Parlement du référendum de 2012 pour la nouvelle constitution et le refus du gouvernement de Sigmundur David Gunnlaugsson d'en réaliser un nouveau sur l'adhésion à l'université. Je suis déjà dans le NPA, l'université d'été là qui va commencer demain. Jour de mon anniv, attendez, ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours demain. Comme s'il d'en réaliser un nouveau sur l'adhésion à l'Union européenne, du coup, comme s'il y était pourtant engagé avant son, comme il s'y était pourtant engagé avant son élection. De façon plus générale, le glissement des sujets d'actualité vers les thèmes chers aux pirates encourage aussi les autres partis politiques du pays à reprendre des idées ou des stratégies qu'ils estiment gagnantes. On peut à ce titre citer les tentatives de renouvellement de bureaux politiques au Parti de l'Indépendance et de l'Alliance social-démocrate cette année avec l'arrivée de personnel plus jeune et féminisé. Bon, tout ça on l'a lu. Euh, les thèmes de l'open data et de sa promotion sont également repris et promus par d'autres partis, etc. Bon, ok. Crise de croissance. Avant de conclure. Malgré la prétention au fonctionnement horizontal, les problèmes internes et les contestations du fonctionnement du parti restent fréquents et se sont même multipliés ces derniers mois, notamment après l'organisation de primaires au sein du parti pour décider des listes à présenter aux prochaines élections parlementaires. Ainsi, les primaires organisées pour la circonscription nord-est du pays ont par exemple été vertement dénoncées par alors, j'arrête pas de perdre ma ligne, ça m'en ouf. Donc, ainsi, les primaires organisées pour la circonscription nord-est du pays ont par exemple été vertement dénoncées par un candidat malheureux qui s'est plaint d'une procédure obscure privilégiant les anciens du parti, de réunions peu publicisées et d'un nombre de votants beaucoup trop faible. A contrario, les membres plus établis décrivent fréquemment les nouveaux arrivants et leur augmentation comme étant la preuve d'un certain arrivisme dû uniquement au succès récent du parti. Les, les conflits sur le rôle de Birgitta Jónsdóttir sont également une antienne chez les pirates. C'est
donc dans un parti qui ne se reconnaît pas de chef officiel, le poids de la fondatrice du parti, son rôle clé dans la communication médiatique et son exposition internationale sont l'objet de critiques épisodiques. Si le parti se réclame de la démocratie directe, voire de la démocratie liquide, on peine souvent à percevoir les applications concrètes de tels préceptes. La démocratie liquide, par exemple, comme système électronique de délégation du vote, avait été développée un temps puis fut vite abandonnée, jugée en réalité inutile et trop complexe, au vu de la taille du parti et de ses exigences. L'organisation novatrice dont se flatte le Parti pirate tient davantage dans ses usages du web et de ses plateformes tels que décrits précédemment, plutôt que dans la mobilisation de références idéologiques fortes ou dans une organisation partisane révolutionnaire. Après tout, le parti a bien ses députés, ses commissions de travail, son bureau politique et ne se différencie guère par cela de ses concurrents. Le risque serait qu'à long terme, le parti se prévale d'un vernis de démocratie directe sans véritablement penser les dynamiques de pouvoir informel en son sein. Le refus d'un bureau politique paritaire et donc de penser les inégalités de genre dans l'accès aux responsabilités politiques dans le parti pirate en est un autre exemple. Les défis qui attendent le parti pirate restent ainsi nombreux et pèseront également sur les marges de manœuvre que celui-ci réussira à s'aménager lors de cette nouvelle législature qui commence et qui semble compliquée. Le parti a notamment promis, donc on a vu qu'il 8 ans plus tard, je sais pas, en 2016, oui c'est ça, 8 ans plus tard ils ont complètement chuté. Ils sont sortis de l'Assemblée nationale. Le parti a notamment promis qu'en cas d'accès aux responsabilités gouvernementales, la nouvelle constitution serait adoptée par le Parlement, qui devrait être ensuite immédiatement dissous pour de nouvelles élections. Il s'agit là des conditions nécessaires selon la Constitution de 1945, toute modification du texte devant être votée par 2 législatures différentes. Or, il n'est pas certain qu'un tel texte, qui n'avait même pas réussi à obtenir l'appui de l'Alliance social-démocrate en 2013, puisse réellement faire consensus au sein des partis traditionnels et dans les institutions politiques islandaises. Il faudra probablement le retravailler, toute la question étant de savoir dans quelle direction. Et je suis curieux, je ne sais pas ce qu'est devenu cette constitution, si ça a été intégré en partie ou pas, ou si ça a été juste complètement abandonné. Le maintien du parti conservateur lors de ces élections anticipées et la difficulté à concevoir une majorité rend d'ailleurs assez improbable une solution rapide à cette question délicate. Le projet posait notamment des dispositions particulières concernant la protection des sources, l'accès à Internet et le droit à l'information, auquel le Parti pirate tient particulièrement. Elle permettrait de compléter et de protéger l'ensemble des lois que le parti cherche déjà à mettre en place depuis plusieurs années. L'IMI, donc Initiative islandaise pour la modernisation des médias, a été lancée depuis 2010 et constitue un faisceau de lois devant être progressivement mises en place pour faire de l'Islande un paradis informationnel sur le modèle inversé des paradis fiscaux, afin notamment de servir de protection pour des lanceurs d'alerte nationaux et étrangers et de leurs sources. L'initiative a donné depuis naissance à l'Institut international pour des médias modernes, au sigle similaire, qui travaille dans la continuité de cette initiative parlementaire. Ah ouais, balèze la conclusion. En conclusion, par son paysage politique et son histoire, l'Islande reste un pays souvent difficile à cerner qui se distingue nettement de ses voisins nordiques. Ancienne colonie, l'île reste profondément nationaliste et tient à son indépendance, d'où les débats permanents sur la pertinence de l'entrée du pays dans l'Union européenne, tout comme la permanence de l'image d'Épinal du petit pays isolé et différent. Contrairement à la Suède et la Norvège, le pays n'a jamais connu la domination forte et continue d'un grand parti social-démocrate et a été gouverné la majeure partie du siècle dernier par des coalitions conservatrices, ce qui peut expliquer la plus grande faiblesse de ces dispositifs de protection sociale ou des modes plus erratiques de résolution de la conflictualité sociale.
Enfin, il semble que l'absence ou l'impossibilité de construire un discours islamophobe ou xénophobe vienne désactiver la constitution d'un fort parti d'extrême droite, comme cela est le cas avec les démocrates de Suède ou le parti du peuple danois. Cela ne signifie pas pour autant que les discours racistes ou xénophobes n'existent pas dans la société islandaise, mais chaque tentative pour former un parti d'extrême droite a pour l'instant toujours avorté. La dernière en date, le Front National Islandais, le Front National Islandais, parti luttant contre le multiculturalisme, la construction de notre en Islande, ne compte pour l'instant qu'une poignée de participants. Il est intéressant de voir que cette conjonction ouvre des fenêtres d'opportunités pour d'autres types de discours politiques qui recadrent le débat public sur les questions de transparence, de l'honnêteté politique ou l'usage et la protection des données numériques. C'est aussi cet ensemble de traits qui peut sans doute expliquer l'apparition du parti pirate en Islande. À ses origines, société marginale de l'Europe, pour reprendre les mots de l'historien Carlson, le pays s'est progressivement ouvert à la mondialisation économique et financière en payant le prix fort en 2018. Mais c'est également cette ouverture et un usage inégalé des nouvelles technologies d'information et de communication qui a contribué à rompre l'isolement de l'île et à multiplier les initiatives de rénovation de la vie politique locale. Cela a été l'occasion d'en faire la publicité à travers le monde avec la création en parallèle de quelques mythes politiques au sujet d'un pays peu connu en dehors de la sphère nordique. Cela a été le cas avec la tentative de rénovation de la Constitution, souvent vendue par les médias, dans les médias étrangers, comme une Constitution 2.0 entièrement réalisée par des citoyens eux-mêmes, sans que l'on en dévoile l'issue aujourd'hui incertaine et les conflits profonds que cela avait suscité. C'était aussi le cas pour le mouvement des citoyens dont les membres ont été fréquemment invités à l'étranger et ces mécanismes de mythologisation fonctionnent également pour le parti pirate comme nous avons pu le voir lors de ces élections d'octobre 2016 où une grande partie de la presse internationale s'est rapidement emballée en pronostiquant l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement issu de cette formation. Les résultats de ces législatives nous rappellent à la prudence afin de ne pas tomber une nouvelle fois dans le piège sans fond de l'exotisme islandais. À l'heure où nous achevons la rédaction de cet article, c'est le Parti de l'Indépendance qui arrive largement en tête avec 19 sièges. Voilà. Et qui est donc le plus susceptible de former un gouvernement. Or, il s'agit d'un parti issu de la coalition sortante avec lequel les pirates se sont jurés de ne pas travailler. Il est ainsi, j'ai un peu du mal sur la fin là, mais on arrive vraiment à la fin du texte. Il est ainsi peu probable que le pirate réussisse à intégrer une coalition gouvernementale, même s'il augmente considérablement son nombre de sièges au Parlement, passant de 3 à 10 députés. Il s'agit là d'un score remarquable pour un parti qui n'existe que depuis 4 ans. Encore plus pour le parti de droite libérale, Redressement, qui obtient directement 7 sièges après quelques mois d'existence. Oui, il était temps d'arriver à la fin, la dernière phrase. Donc, la nouvelle législature sera ainsi riche d'enseignements sur l'évolution de ces nouveaux venus et sur leur capacité à concilier idéaux, programmes et politiques partisanes au-delà d'une mandature. Voilà. C'est là que ça se passe les gens. Tiens, on va repasser en facecam. Le temps de chercher où vous envoyer. Enfin bref, ce fut fort intéressant. Mais pas mal de mal à la lecture quand même. Notamment par
la fatigue, et notamment aussi en raison du fait que c'était très répétitif, c'était très proche en fait les deux articles. Euh, voilà, j'aurais peut-être pu m'en douter, mais voilà, j'ai pas lu avant, je savais pas, etc. Bon, c'est aussi l'aventure, c'est comme ça. Bon. Ce que je vous propose, les gens, je vais vous envoyer en raid chez celui qu'on appelle Supplément Cell. Ouais, il va peut-être être bientôt à la fin de son live, parce il est en live depuis plus de 4 heures. Mais voilà, moi c'est. Voilà, ici, passer les 2 heures, on est déjà, vous voyez, on a déjà du mal à lire les articles et tout. Donc, je vous envoie un raid. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour terminer le cycle Lionel Cordier. On lira quelques autres articles sur la politique islandaise. Voilà, et on se quitte, non pas sur la musique de Kid Atlas, qu'on écoutait depuis tout à l'heure, mais sur la musique de... attendez, mais je l'ai complètement perdu du coup. Raïl Fé qu'on a découvert tout à l'heure. Voilà, on va s'écouter une autre musique de lui. Allez, ciao tout le monde. À la semaine prochaine, vendredi prochain, 21 heures ici même. Salut!